On va parler maintenant de ces mots qui ont un peu surpris pendant ce week-end. Je vais vous lire ce que j'ai entendu. J'ai découvert ce matin, c'est Jean-Marc Borrello, délégué général adjoint de l'AREM. Il dit « J'ai découvert ce matin un virus nouveau à 15% du corps électoral et il se traduit par des désordres mentaux. Un peu de machisme, un peu de racisme, d'homophobie, mais j'ai repéré la maladie et nous allons la combattre et ça s'appelle l'arrivée de la peste brune. » C'est évidemment, il parle d'Éric Zemmour. Sur France Télévisions, Laurent Ruquier dit que c'est une épidémie dans les médias. 15% comme les chiffres des contaminés. Le virus progresse. Le virus progresse, il a remplacé toutes les maladies. Psychiatriser l'adversaire, bannir, imposer des mots comme virus. Étonnant, non ? Non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise le mot virus pour parler d'une idée, bon, ça fait partie du vocabulaire politique ordinaire, laissons de côté. Pour parler d'une personne, c'est plus original quand même. Et donc on a vu Laurent Ruquier qui n'en finit plus de vouloir se faire excuser d'avoir fait naître Zemmour de son point de vue. Il faudrait le rassurer d'ailleurs. Hein. Quand on regardait son émission au temps de Zemmour, on ne regardait pas pour Ruquier, on regardait pour Zemmour. C'est davantage Zemmour qui rendait Ruquier intéressant que le contraire. Rassurez-vous, Laurent Ruquier, vous n'êtes responsable de rien. D'ailleurs, lorsqu'il a quitté, vous avez remarqué, vous avez un peu plongé. Fin de la parenthèse. Donc oui, l'utilisation du terme de virus, il s'en excuse. Je l'ai créé, comment ai-je pu créer le virus? Et il veut à tout prix se faire excuser. Et M. Borrello, qui utilise aussi, donc de La République En Marche, le terme de virus. Mais il ne se contente pas du virus. Lui, il va jusqu'à la peste brune. Hein? On va nazifier l'adversaire, ce que c'est original, nazifier l'adversaire. Devant soi, le Troisième Reich, devant soi, Hitler. Et si on a véritablement Hitler devant soi, eh bien, devant les nazis, tout est permis. Donc, on utilise un vocabulaire médical, on utilise un vocabulaire qui relève finalement presque, on présente ça comme un virus, une gangrène, un danger qu'on doit à tout prix combattre. Eh bien, jusqu'où nous conduira ce vocabulaire? Si c'est véritablement le virus qui contamine, eh bien, est-ce qu'on doit mettre en quarantaine les gens qui l'ont attrapé? Si c'est la peste brune, si c'est vraiment des pestiférés, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut véritablement mettre dans des... J'essaie de trouver la formule, il doit y en avoir une. Est-ce qu'on doit isoler, faire une espèce de cordon sanitaire autour des Zémouriens? Quoi qu'il en soit, le vocabulaire médical est rarement annonciateur d'une psychologie démocratique. Mais ce vocabulaire n'est-il pas celui des dictatures? Vous le disiez tout à l'heure, quand on parle de virus, de gangrène, la charge historique, elle est lourde. En ont-ils conscience? Alors, je crois que Laurent Ruquier nous rappelle les heures les plus sombres de notre temps. En utilisant ainsi ce vocabulaire, il fascise l'adversaire en utilisant le vocabulaire et la référence du fascisme. C'est assez inquiétant et j'y reviens. Qu'est-ce qu'on fait si c'est un virus, il y a des contaminés? Quarantaine? Confinement? Qu'on nous explique. Et peut-on imaginer le désaccord, l'argumentation, la possibilité de parler? Pour l'instant, non, puisqu'on psychiatrise et qu'on médicalise. Bon, et on virologise. M. Borrello, lui, nous dit qu'on parle de désordres mentaux, des troubles mentaux, des désordres mentaux. Mais ce monsieur s'exprime comme autant comment dire, pas si regretté que ça de l'Union soviétique. C'est-à-dire, en Union soviétique, on psychiatrisait les dissidents, on considérait que s'opposer à la révolution était le signe d'un désordre psychiatrique. Il fallait donc être contre-révolutionnaire, c'était le signe d'un désordre psychiatrique. Donc là, on utilise un vocabulaire. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On envoie les Zémouriens, il y en a de plus en plus si j'ai bien compris, on les envoie à l'hôpital psychiatrique, on les envoie se délivrer de leur phobie, on les envoie se faire soigner. Faut-il les déchoir de leurs privilèges, de leurs droits civiques? S'ils sont fous, s'ils n'ont plus leur raison, comment peuvent-ils participer au corps électoral? Donc à travers tout cela, il y a quand même cette tentation récurrente, une tentation totalitaire, il faut bien dire les choses, qui consiste à expulser du corps civique ceux qui ont le mauvais goût de mal voter, de mal penser. Et c'est un schème récurrent dans la modernité. Il y a d'abord eu les Vendéens, il y a ensuite les Koulaks. Et aujourd'hui, il y a les peuples historiques occidentaux, ceux qu'on assimile au populisme. Et on dit que ces gens-là ne veulent pas mourir, ils n'acceptent pas leur reconstruction diversitaire, ils ne sont pas éclairés par les saintes lumières de la diversité. Eh bien, de ce point de vue, ils sont dangereux. Leur place n'est pas dans la cité, leur place est à l'asile, leur place est au camp de confinement. Que d'admirables démocrates nous avons là. Mathieu Bocoté, en quoi ceux qui parlent ainsi agissent-ils contre la démocratie qu'ils pensent défendre? Ah ben oui, c'est pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance dans leur esprit. Alors, prenons les termes des derniers jours.
plutôt que... Je ne dis pas ça sur le mode défendons Zemmour à tout prix. La question n'est pas là. La question est de dire il existe dans le débat politique. Est-ce qu'on pourrait débattre avec lui? Est-ce qu'on pourrait accepter un désaccord légitime? On n'est pas d'accord sur grand-chose, mais on est en accord sur la possibilité du débat. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées. Voilà, évidemment. Moi, ce n'est pas la question. Débat. Mais la réponse, c'est non. On a de plus en plus d'intellectuels de gauche qui nous expliquent, qui théorisent la nécessité du non-débat, la nécessité du refus du débat avec ce qui considère être extérieur au périmètre de la démocratie. Et voyons ce qu'on a fait depuis quelques jours. On a pétainisé Zemmour, on l'a talibanisé, on l'a covidisé. Ah, c'est le virus, hein? Z le virus. Bon. Et là, maintenant, eh bien, on en a même trouvé pour le traiter de négationniste, ce qui franchit le cap de l'imbécilité disponible sur Terre. Zemmour le négationniste. Zemmour le négationniste. On peut contester tout ce qu'on veut sur sa lecture de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun souci. Mais le négationniste, franchement, il faut être crétin pour dire ça. Quoi qu'il en soit, je laisse de côté la question. Ce qu'on voit, en fait, c'est la volonté de le transformer en monstre, la volonté de l'expulser du périmètre de la délibération démocratique, la volonté de créer autour de lui, véritablement, une espèce de périmètre de l'infréquentable. On veut l'infréquentabiliser, le condamner à la mort civique, et surtout, on veut faire en sorte que ceux qui le soutiendront d'une manière ou de l'autre paient le prix de ce soutien. En disant, vous voyez, vous vous rapprochez du monstre, vous vous rapprochez de la bête, vous vous rapprochez de l'ignoble, vous vous rapprochez de l'infect, Z le virus vous contaminera. Eh bien, ça, moi, ça me révolte. Parce que la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les idées de Zemmour, ce n'est pas la question en ce moment. La question est de savoir si on accepte que la démocratie soit autre chose qu'une délibération à l'intérieur d'une même idéologie. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait plusieurs lectures de l'histoire, plusieurs idéologies, plusieurs visions du monde, plusieurs valeurs et plusieurs manières de les hiérarchiser? Et est-ce qu'on accepte néanmoins qu'il y ait un désaccord civilisé entre ces gens qui partagent néanmoins le destin d'une même nation? Ou est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est seulement pour ceux qui pensent de la bonne façon? Et de ce point de vue, si je me fais zémourologue ici aujourd'hui, ce n'est pas par zémourophilie, c'est simplement par désir de défendre la possibilité du pluralisme démocratique. Et le pluralisme démocratique est incompatible avec la transformation de l'adversaire en virus, avec la transformation de l'adversaire en nazi, avec la transformation de l'adversaire en infréquentable absolu. Et soit dit en passant, ceux qui décident de transformer en nazi, de nazifier leurs adversaires, quelle belle manière de soudainement se grimer en antifasciste de circonstance. Si j'ai devant moi les nazis et je m'oppose aux nazis, je suis donc l'anti-nazi magnifique. Mais non, vous n'êtes pas des anti-nazis magnifiques, les enfants. Vous êtes tout simplement ridicules. On devrait rire de vous. Et de ce point de vue, je pense que les dirigeants de la République en marche, il y en a quelques-uns, il y en a même plusieurs qui sont très importants, devraient condamner ce monsieur Borrello qui a osé qualifier Zemmour de peste brune. Non, mais on nazifie pas les gens comme ça en démocratie. Je pense que si la République en marche avait le sens de l'éthique démocratique, elle condamnerait ce Borrello qui a fait rire les gens en décidant d'hitlériser quelqu'un qui, à ce que j'en sais, est un personnage légitime du débat public, même si on est en désaccord complet avec lui, c'est une autre question. Il a dit tous ces mots au milieu de rires et d'applaudissements. Il a dit tous ces mots au milieu de rires et d'applaudissements. Il a dit tous ces mots au milieu de rires et d'applaudissements. Mais bien sûr, ça compte, ça. J'ai beaucoup de questions encore à vous poser. Où est passée l'argumentation dans tout ça? Encore une autre question. Ensuite, on fait un petit tour de table. Mais la droite, est-ce qu'elle n'a pas, elle aussi, son langage pour diaboliser la gauche, comme les mots islamo-gauchiste, collabo ou encore gauchiste? Alors, un instant, le gauchisme, historiquement, est une tendance à l'intérieur de la gauche. Ça n'a pas été inventé par la droite, en ce que j'en sais. L'islamo-gauchisme, dans les circonstances, était conceptualisé par Taguieff, Pierre-André Taguieff, pour penser ce point de contact entre une certaine gauche qui voyait dans un islam révolutionnaire un nouveau vecteur de lutte contre la civilisation occidentale. Cela dit, oui, la droite est parfaitement capable, soit dit en passant, de diaboliser, mais elle le fait moins pour différentes raisons, parce que le propre de la psychologie progressiste, c'est de croire réconcilier le vrai, le juste et le bien. Normalement, les conservateurs savent généralement que le mal n'est pas identifié dans un homme, une structure sociale, mais le mal et le bien traversent le cœur de l'homme. Ça donne moins envie de diaboliser son prochain. Je donne le mot de la fin dans un instant, une petite moralité sur cette sémantique pestifère. Oui. Dimitri, votre regard. Moi, j'attends pas de condamnation de la République en marche parce que sur l'estrade, Christophe Castaner, quand même, disait d'Éric Zemmour, le qualifiait d'ennemi de la République. C'est les mots qu'emploie Gérald Darmanin, par exemple, pour parler de Mili Gourouch. Vous savez,
cette C'est pas association. pareil, hein. Ennemi de la République et les mots qui ont été employés. Il y a Non, mais moi, je trouve que c'est pas banal de quelqu'un qui participe au débat public, à la délibération démocratique, comme dit Mathieu, d'ennemi de la République. Vous êtes considéré comme un ennemi, c'est grave. Mais moi, je dirais juste une chose, c'est que pour la République en marche, c'est vrai que c'est l'éternelle question en politique, c'est comment je traite comment je traite l'autre. Est-ce que je lui donne de l'importance ou pas? Si on ne parle pas d'Éric Zemmour, on le laisse prospérer dans son coin et on passe pour complètement has-been, on n'a pas compris que le phénomène c'était lui. Si on parle que de lui, on lui donne énormément d'importance, c'est un vrai dilemme. Où sont les arguments dans tout ça? Eh bien voilà, non mais ils ont une pensée chamallow, donc une non-pensée. À partir de là, ils sont incapables de se dresser à la tribune et de tenir un raisonnement. Et devant cette incapacité, devant cette médiocrité intellectuelle, la seule chose, c'est comme les gosses dans la cour de récréation, quand on ne peut plus convaincre, on sort les poings, on devient grossier, on devient abject. C'est donc la bêtise qui l'emporte, et la bêtise, malheureusement, elle manque de mots, elle est simplement dans le principe ordurier, l'insulte pour l'insulte, c'est ce qu'ils font subir à Zemmour. La défaite de l'intelligence? C'est sûr que c'est la défaite de l'intelligence, parce qu'elle n'est même pas convoquée dans le débat, en fait. Mais moi, dans ce que je vois dans tout ça, c'est que le ressort, qui lui, pour le coup, n'est pas nouveau, dans le fait de cumuler effectivement la nazification, l'insulte pure, la psychiatrisation, le rire et les applaudissements, c'est simplement de générer un sentiment de culpabilité immense sur celui qui se reconnaîtrait dans ce que dit Éric Zemmour et hier d'autres personnes avant lui. Et c'est systématiquement ça qui est en jeu. Donc, c'est en le fait, à défaut de s'attaquer à Éric Zemmour lui-même ou à ses arguments, on pestifère ceux qui se rapprochent éventuellement de son idéologie. Au lieu de constater, au lieu de faire son examen de conscience, sur la réussite d'Éric Zemmour, qui est due essentiellement à Éric Zemmour, il ferait mieux de faire leur examen de conscience sur tout ce qu'ils ont voulu taire, tous les tabous que Éric Zemmour lui-même a percés et ce qui fait sa réussite aujourd'hui. Dernier mot à moralité, justement, sur ces mots. Mathieu Bocoté, qui sont là pour identifier, mettre un étiquetage sur Éric Zemmour. Je crois que nous sommes en ce moment dans un moment de tentation totalitaire. Et qu'on soit d'accord ou pas avec Ah son oui, non, mais la idéologie, question n'est encore pas une d'accord fois. ou non avec lui, on peut discuter de ses propositions. Mais quand on le nazifie, quand on l'hitlérise, quand on le psychiatrise, quand on le covidise, quand on le talibanise, on n'accepte pas de débattre. On cherche véritablement à le marquer du sceau de l'infamie. On cherche à le bannir à jamais de la cité. Et effectivement, comme le dit Charlotte, on cherche à faire en sorte que tous ceux qui pourraient se reconnaître en lui se sentent même appartenir au club des pestiférés, savent que le prix à payer sera trop élevé, donc devront discrètement s'exprimer, ne diront rien. Et un jour, lorsqu'ils voteront, on se dira « Mais comment tout cela était-il possible ?» Comme d'habitude. Excellente suite de programme sur CNews. On se retrouve demain à 19h. 19h, c'est l'heure.